Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, analyse du nouveau chapitre de Chainsaw Man. Et wow, quel chapitre, quel chapitre on a aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo analyse de chapitre sur Chainsaw Man, ça doit faire une dizaine de chapitres. Mais pour le coup, en fait, j'attendais réellement un bon chapitre, un chapitre percutant avec du contenu pour pouvoir faire une vidéo dessus. Et donc là, ça y est, on a enfin un très bon chapitre sur lequel faire une petite vidéo analyse. Et donc ouais, tout d'abord, commençons par découvrir ensemble ce chapitre panel par panel pour être sur les mêmes bases et donc pouvoir mieux analyser ensemble différents points sur lesquels on va revenir plus tard dans la vidéo. C'est parti, commençons directement par la découverte. Alors ce chapitre, il est renommé Engoulement et Asa. Engoulement, je fais une petite recherche, c'est tout simplement bien des oiseaux. Et Asa, donc le personnage Asa, un titre plutôt révélateur du contenu du chapitre finalement. On rappelle que précédemment, Yoru était tombé à moto parce que il y avait un oiseau devant la route et qui donc a, sous prétexte, dit qu'elle ne voulait pas faire de mal à Asa en écrasant l'oiseau. Et bien en fait, elle s'est rétamée contre un mur et elle est totalement défoncée, elle est extrêmement blessée, elle est notamment à bout fort, notamment à cause du combat contre Chainsaw Man et tous les événements précédents. Et donc j'aime beaucoup ce premier panel, je trouve ça vraiment très sympa. On a donc des oiseaux et en même temps on voit en fait le plafond du monde avec toutes les portes, etc. donc qui représente l'enfer. Et on a dans les bulles Yoru qui rigole un peu nerveusement. Et donc ici on a ça qui demande toujours des explications à Yoru. Pourquoi elle a fait ça, elle ne comprend toujours pas. Yoru, jusqu'à présent, s'en était toujours un petit peu moquée de ce que ressentait Asa. Elle jouait même avec cela. Et maintenant, d'un coup, elle se met à respecter la volonté d'Asa et à vouloir lui faire plaisir. Asa qui donc ne comprend absolument pas la décision de Yoru. Et pour finir sur les réflexions d'Asa, elle demande en fait à Yoru pourquoi depuis le début elle ne l'efface pas. Parce qu'on le rappelle, Yoru a la capacité en fait d'exterminer totalement Asa, mais elle avait sous prétexte gardé Asa, donc la moitié de son cerveau, justement pour bien que Yoru en fait puisse s'en sortir dans un monde humain qu'elle ne comprenait initialement pas, et donc pour que ce soit plus facile pour elle simplement d'intervenir quand il le faut, et après laisser Asa faire le sale boulot et faire la vie quotidienne au final. Mais donc maintenant qu'il n'y a plus réellement de peine et de logique ou de quotidien dans ce monde, on pourrait très bien se demander pourquoi Yoru n'éradique pas Asa tout simplement, parce qu'elle en a plus besoin au final. Il n'y a plus de quotidien, pourquoi elle aurait besoin de quelqu'un pour l'encombrer? Donc ça on verra aussi un petit peu plus tard quelques raisons qui pourraient pousser potentiellement Yoru à garder Asa. Et donc Asa ici qui s'en rend très bien compte qu'elle est uniquement vivante parce que Yoru le veut, mais elle ne comprend même pas pourquoi elle reste tout de même vivante. Et donc ici dans ce panel là, Yoru pour la première fois ou l'une des premières fois nous raconte un petit peu son passé, une histoire qu'elle a vécue. Il nous parle donc d'un oiseau dont elle a volé le corps, probablement l'oiseau du début de la partie 2. Et cet oiseau-là, en fait, simplement, elle dit que lui-même éprouvait, en fait, le sentiment d'exécuter un crime à chaque fois qu'il se nourrissait. Cet oiseau, donc, se sentait coupable, limite de vivre. Et donc, Yoru ne comprenait absolument pas ce sentiment-là. Elle, qui est le démon de la guerre et qui a toujours eu à tuer parce que c'était son principe elle-même qu'elle incarnait, elle ne comprend pas, en fait, pourquoi cette faiblesse, cette peur de tuer des êtres pour soi-même, alors que c'est justement un principe inné pour l'oiseau de se nourrir et pour le démon guerre de tuer des gens au final. Elle ne comprend pas du tout ce principe-là parce que en fait elle-même, en ressentissant en fait de la culpabilité en tuant, elle crée des armes plus fortes et elle devient plus forte. On le rappelle bien, vu que plus elle ne veut pas transformer quelqu'un en arme, plus elle éprouve de la culpabilité, plus elle éprouve des sentiments pour quelqu'un, plus ça augmente sa force. Au final, tuer et éprouver de la culpabilité pour tuer, c'est pas un sentiment négatif pour elle, c'est un sentiment positif justement. Et elle ne comprend absolument pas pourquoi Yoru et l'oiseau, les deux personnes qu'elle a contrôlées donc dans ce manga-là, elle ne comprend pas pourquoi il voit autant de négatif dans tout ce qu'elle fait au final, parce que pour elle, je vous imagine qu'elle pense être une personne positive dans la vie. Et donc là, très très chouette panel, notamment dans son contenu, mais aussi dans les images, les décors et les fonds. On voit donc un panel scindé en deux avec Asa, Yoru, l'une qui est totalement normale et l'autre qui est en PLS sur le sol en train de crever. J'aime toujours autant ce fond avec les portes au plafond ainsi que les oiseaux. Et vraiment j'aime bien un peu ce paradoxe entre au final l'être humain qui est intact et le démon, l'un des plus forts démons qui existent, qui est totalement en PLS. Et donc dans ce contenu-là, Yoru simplement dit à Asa que pour elle, tous les crimes qu'elle imagine, c'est rien pour un démon, au final c'est insignifiant. En fait, ils n'ont pas la même définition d'un crime, et pour elle, là où Asa voit le mal, Yoru ne pourra réellement jamais voir le mal,
sauf si elle essayerait de le faire, mais pour elle ce serait tout de même incohérent d'agir ainsi parce qu'elle n'est pas capable de distinguer ce qui est mal pour un être humain au final. Et elle finit son discours assez triste et assez même morose au final sur la vie globalement parce qu'elle essaie tout de même de faire passer un certain message qu'on verra peut-être un peu plus tard en parlant donc de l'oiseau et en fait simplement en lui donnant une leçon, c'est-à-dire si seulement cet oiseau-là il aurait pu vivre sans aucun remords parce qu'au final ces remords-là ils servent à rien vu qu'il a besoin de se nourrir pour survivre et que s'il continue d'avoir des remords simplement en se nourrissant, au final toute sa vie sera que des remords. Et en même temps on voit Denji / Chainsaw Man s'approcher vers Yoru. On pense ici qu'il va manger Yoru, mais au final, il se découpe un bras ou je ne sais quoi, il se découpe quelque chose, il y a plein de sang qui gicle de partout, et ça permet en fait à Yoru de tenir du sang et donc de se régénérer alors qu'elle était complètement en PLS sur le sol. À partir de là, Yoru est de nouveau plus ou moins guérie, je pense pas qu'elle est encore en pleine forme, mais en tout cas elle est capable de se lever et je pense de lancer une ou deux attaques. Et là, entre guillemets, les rôles s'inversent, même si bon, Chainsaw Man était déjà pas en très bonne posture de base, était un peu dégommé de tous les sens. En tout cas, là, Yoru a clairement l'avantage, Chainsaw Man est un peu démembré de partout, il y a plein de sang qui coule. Et Yoru, donc, ne comprend absolument pas le geste qu'a fait Denji / Chainsaw Man. Je lui demande, est-ce que t'as fait ça parce que t'as envie de vivre à mes côtés et de ravager le monde pour l'éternité, ou bien est-ce que t'as fait ça parce que t'as envie que je fasse de toi une arme, ou je ne sais quoi, tu vois. Plein de réflexions logiques pour le démon guerre au final. Et donc là on a un panel très cool, on en parlera beaucoup durant l'analyse parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais donc je vous ai laissé volontairement une bulle. Donc simplement ici, Denji dit simplement qu'il n'a pas laissé en vie Yoru, tas de raisons qui pourraient être nobles, logiques ou je ne sais quoi, comme sauver l'humanité, faire une arme ou je ne sais quoi. Ici, simplement, il se souvient de la promesse qu'elle lui avait faite, je dirais, il y a 20 chapitres environ, avant que tout parte en vrille, qui était simplement, du sexe. Et donc ici, Denji lui explique pourquoi il a fait cette requête-là, simplement parce que il y avait une promesse qui avait été faite initialement, c'est que si Denji arrivait à dévorer le démon mort, Yoru réaliserait la promesse qu'elle lui a faite. Et au final, Denji effectivement a bien dévoré le démon mort, pas dans la tournure qu'on imaginait, bien plus facilement que prévu, sans aucun affrontement contre des démons morts, qui est ici totalement effacé, donc plus de principe de mort, on le rappelle. C'est important de le dire parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes oublient ce truc-là en fait, mais il y a plus de morts qui existent actuellement, plus personne ne peut mourir, donc dans tous les cas, Yoru n'aurait pas pu mourir, je vous rassure, ni même Asa, vu qu'il n'y a plus de mort. Et donc ici Denji qui affirme que il a réalisé le souhait de Yoru, et donc maintenant c'est à elle de tenir sa promesse. Et ici, on a juste Yoru qui se marre sous les décombres qui sont en train de s'écrouler. Je pense que c'est assez anecdotique parce que je sais pas que Yoru et Denji vont crever sous des décombres parce qu'ils ont encore assez d'énergie. En tout cas, Yoru a assez d'énergie, j'imagine. Chainsaw Man, peut-être pas trop, mais c'est assez anecdotique, je pense. C'est simplement pour maintenir le suspense comme il aime bien le faire en ce moment sur les derniers panels, de mettre un truc où on peut discuter de ça. Mais c'est assez anecdotique, je pense, les décombres. Je pense pas que ça puisse faire quoi que ce soit dans l'histoire. Ok, maintenant qu'on a vu ce chapitre plutôt complet avec pas mal de points à expliquer, notamment à analyser, pas mal aussi de morale, je trouve, bien on va pouvoir passer à la partie analyse. Et pour cela, donc, on va passer directement au point numéro 1 de cette analyse-là, que j'ai intitulé « Il y a 4 ans ». Pourquoi il y a 4 ans? Tout simplement parce que ça représente plus ou moins bien la fin de la partie 1 de Chainsaw Man. Et pourquoi je vous parle de la fin de la partie 1 de Chainsaw Man? On va voir ça tout de suite. Tout simplement parce que, en fait, ces deux panels-là reposent sur le même principe que le chapitre qu'on vient de voir. Une promesse entre l'antagoniste et les protagonistes de leur partie qui consiste à éliminer ce qu'on pensait être le méchant principal de cette partie-là, donc le démon flingue ou le démon mort. Une fois que cet accord-là a donc été réalisé par le protagoniste, celui-ci donc exauce son souhait. Et donc dans la partie 1, c'était Denji qui n'ose pas demander donc du sexe à Makima, tout simplement parce que le mec était au bout, simplement. Il était un peu vide, il n'avait plus rien à... Il n'osait simplement plus penser, il était un petit peu traumatisé entre guillemets. Il avait donc fait comme premier souhait de devenir un chien. Ça s'est avéré être une énorme déception, être un échec total, ça a fait régresser Denji à un point extrêmement bas au final. Et dans cette partie 2-là, Denji a dévoré le démon mort, et donc cette fois-ci, c'est lui qui prend l'initiative d'exaucer son vœu. Alors dans la partie 1, c'était Makima qui lui avait demandé d'exaucer son vœu. Donc ici, les rôles s'inversent,
c'est Denji lui-même qui prend l'initiative et qui rappelle à Yoru le vœu, le souhait qu'il lui avait fait part. Et donc un autre point qui renforce cette boucle, c'est simplement qu'à chaque fois, l'antagoniste, après avoir reçu la requête de Denji, se marre à chaque fois. À chaque fois que le personnage demande à exaucer son souhait, il est tourné complètement en ridicule, alors qu'au final, il a réussi ses objectifs. Ses deux objectifs étaient de tuer le démon flingue et de dévorer le démon mort. Les deux, il les a réussis. Au final, c'est ces actions-là qui ont motivé le personnage depuis le début à faire certaines actions. Il s'est sacrifié, il a sacrifié plein de choses pour réaliser ses objectifs. Comme n'importe quel protagoniste d'un manga de shonen, une fois que tu as réussi son objectif, t'es censé être victorieux, être glorifié, mis en avant, tout le monde t'applaudit. Au final, ici, dans Chainsaw Man, dès que le protagoniste réalise son objectif, dès qu'il réclame ses dus au final, il est tourné complètement en ridicule, comme si depuis le début, toutes les actions qu'il réalisait, en fait, c'était que du flan depuis le début, que toutes ces actions sont basées sur un fond très mauvais, et qu'au final, constamment, le personnage est rabaissé et totalement décrédibilisé, peu importe les actions qu'il va réaliser dans l'œuvre. Et je trouve que ça montre très bien, en fait, la cruauté de ce manga au final là, c'est que Denji, il a beau faire n'importe quoi, il sera constamment, en fait, vu comme un personnage ridicule, il aura beau être le plus fort du manga ou je ne sais quoi, peu importe ce qu'il va réaliser, peu importe s'il va réussir à tuer je ne sais qui, constamment sera tourné comme limite un méchant, quelqu'un qui est vu comme de manière très négative, même s'il va parvenir à tuer je ne sais quoi, Yoru par exemple, au final, ses actions sont toutes basées sur des pensées perverties, au final, ça sera jamais vu comme un réel héros au final. Ok, maintenant passons au deuxième point de cette analyse, et j'ai fait ce point-là parce que j'ai vu beaucoup en fait de messages simplement de personnes qui se plaignaient, qui avaient l'impression que le manga régressait constamment. D'habitude, dans un shonen, on a l'habitude, on a un héros à un point A et il finit souvent le manga à un point par exemple C, en passant par le point A, B, revenant au point A, et après en passant au point C, et après il revient au point A, pour finir au point le plus haut constamment, parce qu'il a réussi son but, alors que dans Chainsaw Man, en fait, on a cette sensation qui peut être plutôt désagréable, c'est que le personnage il commence au point moins 10, il arrive à remonter à, par exemple au point moins 5 qui est son top de forme, et après constamment il va faire des erreurs, les mêmes erreurs qu'ils l'ont fait, qu'il soit au point moins 10, et il va y revenir petit à petit, moins 9, etc., etc., sans jamais réussir à revenir en positif, donc à 1 par exemple. Parce qu'en général, après un énorme coup dur, quand on se dit, ok, il était à moins 10, il était à moins 5, il est revenu à moins 10, on espère qu'il a compris de ses erreurs, et que de moins 10, il va pas aller à moins 5, mais il va aller peut-être à moins 3, moins 1, etc., etc., etc. Sauf que, ce qui se passe dans Chainsaw Man, c'est que tu reviens rarement au point où t'en étais au début. C'est-à-dire qu'au début, il était à moins 5, par exemple, quand il était avec Aki Power, etc., par exemple. Après, il est vite redescendu, après avoir tué Aki, après avoir tué Power, etc., etc. Et je pense qu'il a jamais été plus proche d'une good ending, entre guillemets, en fait, d'un personnage qui arrive à s'en sortir, un personnage qui se développe de manière positive, qui arrive à s'en sortir dans ses pensées un peu perverties, qui arrive à être un homme meilleur au final. Bon, en fait, je trouve que justement dans ce manga-là, il fait que régresser et en fait, il répète les mêmes erreurs en boucle et en boucle. D'où cette question-là, est-ce que réellement le manga régresse constamment? Pas au point de vue du graphique, histoire ou je ne sais quoi. Là, on parle réellement du scénario du personnage lui-même de Denji. Est-ce qu'au final, après 200 chapitres, on serait pas dans un point encore plus critique qu'on ne l'était, par exemple, au chapitre 1 ou au chapitre 90 carrément? On n'a pas réellement cette impression de développement de la part de Denji qui répète constamment les mêmes erreurs, ce qui fait que constamment, il s'enfonce de plus en plus dans le même trou à chaque fois. Mais donc, si vous voulez mon avis, je pense que ce take-là, donc du fait que le manga régresse constamment, le personnage ne se développe pas, il fait les mêmes erreurs, c'est assez faux. En fait, concrètement, certes, le personnage commet souvent les mêmes erreurs, mais en fait, ces erreurs-là sont basées sur le fait qu'il a simplement une addiction, enfin, il a une chose en tête, simplement, c'est donc ses pensées perverties. Et tout ce qu'il fait se base là-dessus. Donc, ok, si on part de ce principe-là, oui, il fait toujours les mêmes erreurs. Si on part du principe que justement, c'est une erreur, il fera tout le temps des erreurs. Du coup, vu que toutes ses actions sont basées sur cette pensée-là, et que cette pensée-là n'a que très peu de chances de changer, vu que c'est littéralement le cœur du manga. Mais en fait, il faudrait plutôt voir, j'exagère et je mets entre guillemets bien sûr, ce que pense Denji là comme une norme pour Denji et pas plutôt comme une erreur.
En fait, il faudrait voir tout cela du point de vue de Denji et non du point de vue de vous-même, vu que constamment, oui, vous vous rendez bien compte, le manga lui-même n'est pas objectif sur la situation de Denji, le manga lui-même tourne constamment en ridicule Denji comme on l'a vu. Il faut donc se focaliser sur le personnage de Denji et se dire, est-ce qu'il régresse réellement? D'une certaine manière, non, je ne trouve pas, parce que constamment, certes, il répète les mêmes erreurs, mais il apprend notamment et il comprend de plus en plus certains scénarios et ce qui va se passer. On parle pas initialement d'un personnage qui n'avait rien du tout à la base, il part d'un point extrêmement bas, pour au final, il s'en sort dans la vie au final. Il a beau avoir des tonnes et des tonnes de malheurs, au point où au début il rêvait de manger du pain ou je ne sais quoi. Clairement là le personnage on ne peut pas dire qu'il régresse et ça serait que littéralement lire le manga les yeux fermés pour dire que le personnage fait que régresser. Le personnage il se développe certes lentement et certes de son point de vue, il faut se focaliser sur le personnage de Denji et pas sur un regard extérieur. Et un argument très simple à cela, c'est dans un premier temps que en fait Denji, certes, devient de plus en plus inhumain. Mais si le fait de devenir inhumain contribue à devenir quelqu'un pour lui de meilleur, quelqu'un qui ressentira enfin du bonheur, qui pourra prendre du plaisir dans la vie et réaliser son but, il a qu'à devenir inhumain. On rappelle qu'on reste toujours sur le point de vue de Denji et que c'est bien, tu peux être déshumanisé, ne plus avoir aucun sentiment, perdre tes amis. On avait bien vu carrément Denji qui se faisait en fait simplement un petit débrief dans sa tête et qui se disait ok, t'as beau tuer tous mes amis, au final ça fait quoi que tu les tues tous mes amis, il y a plein d'humains sur terre, je peux très bien m'en refaire, t'as qu'à tous les tuer, je m'en fous, j'ai qu'à en recréer une, j'ai qu'à recréer une famille, etc., etc. Il y a bien assez d'humains sur terre. Donc ici, ça montre bien totalement que il y a un processus de déshumanisation très important sur le personnage de Denji qui est en cours, mais il se développe au final. Il apprend ce qui se passe, il comprend ce qui se passe et il avance pour obtenir son objectif. Et là, son objectif, il en est très proche, si proche que même que la première fois qu'il était avec Makima, il avait honte carrément de donner son objectif. Vu qu'on le rappelle, il avait demandé d'être un chien. Là, clairement, je pense que c'est son point le plus bas qu'il ait jamais été. Il avait carrément honte, il avait carrément oublié ce qui le motivait depuis le début, pour simplement tellement il était détruit et ravagé, il a oublié tout ça. Alors que maintenant, il a conscience de son objectif et il veut le réaliser et il va peut-être le réaliser, ça on en parlera dans le prochain point. Mais en tout cas, pour moi, le personnage, il avance et je pense qu'on le verra de manière assez flagrante par la suite. Mais maintenant, son objectif, il est à portée de main. Est-ce qu'il l'était auparavant? Non, il n'en avait pas le courage, il n'en avait pas la carrure et surtout, il n'en avait pas l'expérience ni même la compréhension de son entourage et du monde pour en être capable au final. Et donc on arrive vers le dernier point de cette analyse et de cette vidéo donc, vers où va-t-on? Si on est plutôt d'accord, ce chapitre, je comprends toujours pas trop vers où ça va aller. Tu sais qu'il y a une ligne directrice qui est donc le but de Denji, donc de réaliser cette fameuse scène, et au final, tu dis, elle va arriver, ok, mais après il y a quoi? J'aimerais d'abord revenir en arrière et dire, est-ce que vous êtes réellement sûr que cette scène va arriver? Parce que je pense que depuis le début, c'est entre guillemets son objectif. Et si elle arriverait, je pense que on arriverait clairement vers la fin du manga. Vraiment, mais vraiment de manière très 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 proche. Mais moi, personnellement, je pense pas réellement qu'il va réussir à obtenir son objectif maintenant. Je ne pense pas que ça va se réaliser. Et ça, c'est fondé bien sûr sur des spéculations, des petits trucs dans ma tête. Bien sûr, il n'y a rien réellement de concret. Mais en fait, je pense simplement que en me basant sur comment Tatsuki Fujimoto aime bien réaliser ses chapitres et son manga, je m'étais souvent dit que ça serait assez ironique pour un manga dont le personnage principal a pour rêve donc de réaliser une scène de sexe, ça serait assez ironique le fait qu'il ne la réalise jamais jusqu'à la fin du manga, ou bien que ce soit la dernière scène ou la dernière page du manga par exemple. Pour le coup, Denji n'aurait plus réellement d'objectif. Et à partir de là, ça serait le néant creux. On pourrait plus rien prédire en fait de ce qui va se passer. Il y aurait plus aucune ligne directrice. Pour le coup, on serait littéralement dans l'anarchie quoi. Plus rien ne serait prévisible, je pense. Si déjà que c'est pas très prévisible actuellement le manga, si en plus on perd limite la ligne directrice depuis le début du manga, qui est donc l'objectif de Denji, si celle-ci disparaît, on peut plus se baser sur rien. Et là, on n'a plus aucun fondement nulle part. Là, c'est clairement le vide. Ça peut être, certes, d'une certaine manière intéressant de voir comment Denji pourrait agir maintenant que son objectif a été réalisé au final. Son but ultime, son but final, il l'a fait. C'était peut-être bien, c'était peut-être nul. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite au final?
parce que ça n'a pas réglé la situation du monde. Peut-être que ça va faire comprendre qu'au final, bah, le monde, bah, c'est totalement nul, on s'en fout un peu. Ou bien peut-être qu'il va se rendre compte que justement, bah, son but était nul et qu'il a mis clairement de côté bah, le monde entier, sa famille ou je ne sais quoi, pour cet objectif-là. Et au final, il est complètement déçu. Et moi, je partirais plutôt sur un scénario où en fait, il y a un truc qui lui empêche de faire sa scène-là avec Yoro, où Yoro ne veut pas ou je ne sais quoi, ou elle transforme en arme. C'est aussi possible, hein, Yoro qui ne respecte pas sa promesse et qui transforme Shenseman en arme. Ou bien je vois bien le démon mort qui respawn tout d'un coup, et donc impossible, bah, du coup la promesse n'est pas réalisée ou je ne sais quoi. En tout cas, je vois bien plein de choses arriver. Il y a clairement une tonne de choses à réaliser après chapitre et je suis curieux donc bah, de voir comment va être le prochain chapitre et probablement qu'on en refera une autre vidéo, sauf si le chapitre est un peu bizarre ou je ne sais quoi, ou s'il y a pas vraiment de fond au chapitre, on peut pas trop en parler pendant plus de 10 minutes. Dans ce cas-là, on verra pour en faire une vidéo plus tard sur un prochain chapitre. Mais donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Je pense que ça fait pas mal de blabla déjà, je pense que la vidéo sera plutôt longue. Mais du coup, bah, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo analyse Chainsaw Man. Merci d'avoir regardé. Ciao!